Bonjour, merci de m'accueillir. Donc, typiquement, je vais essayer de démystifier un petit peu ce qu'est l'économie circulaire. Vous allez voir, c'est finalement le bon sens. Étant donné qu'on est ici dans l'enseignement agricole, vous verrez que c'est des problématiques que normalement vous avez déjà dû aborder finalement. Donc, pour compléter ma présentation, pourquoi je suis toujours en thèse, c'est que je la fais à côté de mes activités. J'ai passé 10 ans en écologie industrielle, c'est des démarches de développement économique et territorial. Et au niveau académique, je suis spécialisé sur ce qu'on appelle les analyses de flux de matière, dont Alter Bourgogne a porté haut le sujet il y a combien de temps? Ça fait à peu près 4 ou 5 ans qu'Alter Bourgogne travaille là-dessus, voire plus. Donc là, on va rentrer sur une présentation où je vais essayer de faire le panorama de ce qu'on traite au sein de l'Institut d'économie circulaire, hein, les discussions qui animent les personnes qui sont les parties prenantes, parce que ça vous éclairera un peu sur les nœuds gordiens un peu et les sujets chauds. On va ensuite faire un panorama avec les différents items, qui sont peu ou prou les mêmes, hein, qu'on parte d'une définition ou de l'autre. On arrive à peu près à retomber sur nos pattes. Donc, j'aurais voulu dire en introduction que par rapport à ce que j'ai entendu tout à l'heure, nouveau pour l'éducation nationale, je pense pas, puisque l'agriculture c'est quand même la gestion du cycle de l'azote, hein, à la base, je pense, donc c'est quelque chose qui est prégnant dans vos enseignements, je pense. Donc, et la deuxième remarque que j'avais, c'était concernant le développement durable et l'économie circulaire qui ne se superposaient pas. Donc, on va peut-être y revenir. Donc, là-dessus, si vous voulez, l'économie circulaire, ça va être une entrée par la matière. On va sur un territoire délimité, regarder les flux qui traversent en entrée, en sortie. Ça, c'est un travail qu'a mené Alter Bourgogne, mais beaucoup d'autres personnes. C'est des statistiques qui nous sont demandées au niveau européen. Il y a une méthodologie, ça s'appelle Eurostat. Ça a été décliné récemment pour les régions et les départements. Et ça vous permet de voir ce qui est important dans votre territoire. Typiquement, est-ce que vous êtes très dépendant du phosphore qui vient du Maroc? Qu'est-ce qu'on fait s'il y en a moins? Je pense que les rendements agricoles s'en trouveront un peu diminués. Donc, il y a autour de cette entrée par la matière différentes approches. On va voir l'économie linéaire, qui a longtemps persisté, et l'économie circulaire, qui est un projet de société en soi, et finalement un modèle qui va s'imposer à nous par les 3 milliards de personnes qui veulent vivre aussi vertueusement, c'est ironique, que nous, en termes de matérialité. Actuellement, on a à peu près 15 tonnes par habitant qui sont consommées par an. Majoritairement, c'est du granulat. C'est pour construire des infrastructures, des routes, des maisons. Donc, vous avez par l'analyse des flux de matière les grands volumes qui traversent la société. Sur Paris, c'est différent, ça ne sera pas le granulat, ça sera plutôt l'alimentaire. L'alimentaire parce que les gens viennent travailler sur Paris et repartent. Il y a déjà moins d'infrastructures à construire, elles sont existantes. Donc voilà, ça nous permet de voir les enjeux au niveau du territoire. Alors, qu'est-ce qui fait que c'est circulaire ou pas? On va le voir ensemble et j'espère que vous aurez beaucoup de questions que je prendrai à l'issue. Ne me posez pas de questions durant la présentation, je les prendrai qu'à l'issue, s'il vous plaît. Donc je représente ici l'Institut d'économie circulaire, qui est une association loi 1901 indépendante qui est financée uniquement par des adhérents, qu'ils soient des entreprises, des collectivités, des fédérations, associations d'entreprises, des établissements d'enseignement, différentes institutions du type la Caisse des dépôts et beaucoup de personnalités qualifiées, des enseignants-chercheurs qui travaillent sur ces problématiques-là historiquement. Il faut voir qu'au niveau académique pur et dur, l'économie circulaire, vous ne pourrez pas faire financer une thèse en économie circulaire. Ce n'est pas un champ académique. Ça s'appuie sur différents champs académiques qui sont l'écologie industrielle, par exemple, l'éco-conception, qui sont reconnus par la NRT. Petit message pour faire avancer le sujet, parce qu'on essaierait, à terme, on voudrait à terme pouvoir avoir un champ qui se constitue pour de vrai derrière ce vocable. Donc on y travaille. Quels sont les thèmes qui sont discutés au niveau de l'Institut d'économie circulaire? Donc nous, on est le lobby de l'économie circulaire. On va essayer de faire travailler les personnes, les industriels, les ONG,
pour émettre des propositions qui vont alimenter le débat parlementaire concernant cette thématique. Donc typiquement, on les regroupe, on les fait s'affronter, mais toujours courtoisement, on s'ouvre à leurs problématiques, aux inquiétudes des uns ou des autres, la réalité industrielle, mais aussi les craintes des environnementalistes. Donc on essaie de faire travailler tout ce monde-là pour ensuite traduire ça dans la loi ou dans la réglementation. Tout n'est pas dans la loi, hein. On n'a pas vocation à tout installer dans la loi, mais vous avez dû constater que dernièrement il y a eu une loi transition énergétique qui a été discutée, qui est en cours de validation, pour faire simple, et le chapitre 4 de cette loi concerne l'économie circulaire. C'est une trajectoire française, mais qui s'inscrit dans un cadre européen et aussi mondial, puisqu'on essaie d'avoir un découplage entre le PIB, pour faire simple, et la consommation matière qu'un point de PIB implique. Typiquement, on essaie de faire de faire plus avec moins de matière, typiquement. C'est OK pour tout le monde? Bon. Les thèmes qu'on discute, c'est la proximité, qui d'ailleurs, dans le chapitre 4 de la loi, trouve une définition. La proximité, c'est un thème qui nous est cher, qui est aussi une traduction d'une volonté forte pour territorialiser, garder la valeur ajoutée sur les territoires un maximum, sans sombrer dans du localisme, c'est-à-dire fermé par une frontière pure et dure et dire on n'en sort pas. On essaie de créer des relations de proximité, tant géographiques que relationnelles. On aura l'occasion d'y revenir sur la partie écologie industrielle. On parle des usages. On parle des usages parce que une machine à laver, quand vous l'avez chez vous et qu'elle tourne, je sais pas, une fois tous les 2 jours, on peut très bien en modifier l'usage pour que vous la partagiez entre vous. Elle va tourner un petit peu plus et vous aurez moins besoin de cet objet. Modifier l'usage, c'est louer un service, acheter un service, plutôt que d'acheter un produit. Alors, typiquement, ça c'est ce qu'on appelle derrière l'économie de la fonctionnalité. C'est un sujet qui, je pense, vous intéressera beaucoup. C'est par exemple pour les agriculteurs, une coopérative finalement, ou une bibliothèque. Une bibliothèque, c'est quelque chose qu'on connaît tous, et qui permet de mutualiser l'usage d'un objet, le livre, et le faire circuler sans en avoir uniquement la propriété pour une personne. On discute des territoires au travers l'écologie industrielle et territoriale, les problématiques des collectivités sur la gestion des déchets, sur les filières REP, responsabilité élargie des producteurs. Donc là-dessus, au-delà des concepts, on essaie d'avoir leur déclinaison opérationnelle sur le terrain. C'est tout un sport, il y a beaucoup de sujets qui sont derrière, il y a beaucoup d'enjeux aussi, tant pour les territoires que pour les industriels, mais c'est quelque chose qui est très discuté au sein de l'Institut. On parle énergie, forcément. On parle des filières à responsabilité élargie des producteurs, qui sont les axes, c'est un peu le bras armé de la gestion des déchets en France. Donc il y en a qui dépendent directement, qui nous viennent de l'Europe, il y en a d'autres qu'on a mis en place par nous-mêmes. En France, on en a 17. On en a 17, on est les champions du monde de la filière REP. Donc c'est largement améliorable, mais c'est déjà beaucoup de pas qui ont été accomplis là-dedans. Donc typiquement, les filières REP, ça part de l'idée qui a été émise à l'OCDE, je crois que c'est dans fin des années 70, et qui disait on va internaliser dans le produit le coût de sa destruction finale, finalement. Donc, au lieu que ce soit la collectivité qui paye pour ceux qui consomment, et celui qui consomme, qui dans sa consommation, va devoir payer le fait qu'il va se débarrasser de l'objet. Donc ça, c'est une trajectoire de longue date, si vous voulez, et ça a été orienté beaucoup vers le recyclage. Maintenant, on verra dans les priorités de valorisation, nos priorités, la hiérarchie qu'on y attribue, que c'est largement améliorable. On peut améliorer sur l'usage, sur le réemploi. On aura l'occasion d'en reparler. Mais c'est quelque chose qui existe et on peut s'appuyer dessus pour avancer. On peut le critiquer, c'est largement améliorable, mais c'est un acquis pour la France et c'est déjà pas mal. Après, j'ai mis la SSD, c'est la sortie du statut de déchet. Alors ça, c'est quelque chose d'éminemment juridique et assez technique.
il vous faut comprendre que quand vous allez casser une maison, en récupérer les granulats générés pour les mettre dans une route par exemple, votre route va devenir une décharge. Et à partir du moment où ça devient une décharge, il va y avoir tout le carcan, on va dire, réglementaire et administratif qui va devoir s'y appliquer. Donc autant dire que vous avez gagné le pompon. Et ça s'applique sur beaucoup de matières. À partir du moment où vous avez l'intention de vous séparer de quelque chose, ça devient un déchet. Et à partir du moment où est acquis ce statut, vous avez des soucis pour en faire quelque chose. Si vous le récupérez, pour le travailler, pour en faire quelque chose d'intelligent ou pas, il vous faudra devenir une installation de traitement des déchets. Alors autant vous dire que quand vous allez demander, faire une enquête de voisinage pour dire on va ouvrir une activité, ça va être du traitement de déchets, vos voisins ne vont pas être super contents. En général, il y a quand même de fortes résistances, alors qu'il y a quand même beaucoup de valeur ajoutée, on le verra, qui peut se dégager justement du traitement des ressources. Vous verrez, j'essaierai d'employer le terme ressources plutôt que déchets. Tout simplement parce que les mots ont du sens et que si j'ouvre une plateforme, une bourse aux déchets, il y aura beaucoup moins de monde que sur une bourse des matières secondaires. Vous voyez, les mots ont du sens et c'est important de vous dire que les déchets sont des ressources et d'utiliser ce terme ressources. On discute aussi des modèles économiques. Donc on a une entrée par la matière. Et cette entrée par la matière, elle doit se décliner au niveau des modèles d'affaires dans les entreprises. En particulier, on a quand même une entrée qui est assez industrie, territoire économique. Donc il n'y a pas une opposition, si vous voulez, entre l'économie circulaire, si vous voulez, le capitalisme, le socialisme. Au niveau capitalisme, on a posé des industries, elles consomment à fond de la matière sur un modèle linéaire. Les Russes avaient un appétit pour l'acier qui était quand même assez comparable. Et ce n'était pas un modèle spécialement capitaliste. Donc, on pose cette entrée-là par la matière à côté d'une vision économique. On propose une entrée qui est complémentaire sans être opposée. C'est important parce qu'on est dans un processus de co-construction pour être dans la transition et non pas dans la rupture. Ensuite, on parle de l'Europe, parce que, comme vous le savez tous, il y a beaucoup de choses qui se passent en France qui arrivent directement de l'Europe. En général, quand c'est bien, on dit c'est les Français, quand c'est pas bien, c'est européen. Mais bon, dans la réalité, c'est quand même l'Europe qui nous guide sur cette voie et qui nous permet, petit à petit, d'arriver à des résultats plus ou moins ambitieux. Là, les problématiques sont de l'ordre de l'harmonisation, quand les lois elles tombent, les directives, quand on les transpose en droit dans les États membres, il y a des problèmes de synchronisation, il y a des problèmes d'interprétation entre les États. Donc c'est aussi éminemment juridique, technique, mais c'est ça qui fait avancer notre vision de la société. Donc, on travaille sur l'efficacité de la ressource. Le modèle linéaire. Le modèle linéaire, c'est on va prendre des ressources, les extraire le plus vite possible, les transformer, essayer de proposer du jetable pour que ça se renouvelle rapidement, et on jette. Alors on ne va pas citer spécialement de produits, allez, Apple par exemple, où on va avoir une obsolescence programmée qui fait que votre produit, bon ben, on va le jeter, on ne pourra pas le réparer, on ne pourra pas le réemployer, bref, la catastrophe. Donc j'ai mis pour illustrer ça quelques devises Shadok que j'affectionne particulièrement. Je ne sais pas si vous arrivez à lire. La première, c'est quand on ne sait pas où l'on va, il faut y aller le plus vite possible. Ça illustre bien, si vous voulez, la volonté de l'économie linéaire de consommer la valeur ajoutée. Il y a toujours une prime au moins bon élève. Typiquement, si on pouvait ramasser tous les poissons d'un coup, ça serait super. Je ne suis pas certain. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Et la troisième, c'est que si ça fait mal, c'est que ça fait du bien. Je pense que ça illustre bien un petit peu la pensée que l'on a au niveau de l'Institut d'économie circulaire, du modèle linéaire et de ses déviances. Donc,
Nous, ce qu'on vise, c'est le modèle linéaire. Donc là, j'ai récupéré le modèle de l'ADEME. Alors comme on en a un qui est beaucoup mieux, je vais mettre le nôtre. Et finalement, vous allez voir que c'est quand même toujours un peu la même chose. De quoi on va parler? On va parler du produit. On va essayer d'agir sur le produit par l'éco-conception. On va regarder ce qu'il y a dedans. Est-ce qu'on peut enlever des matières qui sont nocives pour l'être humain? C'est quand même une des bases. Les substances dangereuses, moins on en a, mieux on se porte. On va essayer d'y mettre le moins de matière possible, d'améliorer sa capacité à être démontée pour être réparé typiquement. Donc ensuite, dans son cycle de vie, le produit, on va essayer de faire un peu de maintenance dessus pour pas le jeter de suite. On va essayer de faire du réemploi. Le réemploi, c'est typiquement le bon coin, on verra ce que c'est exactement, mais c'est vraiment très simple. C'est je vous vends ma voiture d'occasion. Je ne vous conseille pas de l'acheter, mais voilà, l'idée c'est ça. On ne va pas changer, c'est le réemploi. Ensuite, on va faire du remanufacturing, du reconditionnement. Le reconditionnement, c'est vous avez un gros tracteur. Plutôt que de le recycler, c'est-à-dire le transformer en briques d'acier pour ensuite refondre un moteur de tracteur, on va le nettoyer, le remettre à neuf. On va éventuellement changer des pièces pour en mettre des neuves. Et on va le remettre en circulation avec des pièces qui auront été remanufacturées. Rien d'extraordinaire, mais on voit bien que sur un tracteur, c'est quand même plus pertinent de le remanufacturer que de le transformer en berlingot d'acier pour le retransformer en tracteur. Ensuite, on va partir sur le recyclage, qui, vous le voyez, finalement arrive en bout de chaîne. Le recyclage, on connaît tous ce que c'est. Les filières REP, responsabilité élargie du producteur, ont été créées pour favoriser le recyclage. Donc maintenant, on va leur demander d'aller un peu plus haut dans le remanufacturing, le réemploi, des choses comme ça. Mais elles ont été créées pour le recyclage et sont en train de réfléchir justement pour remonter un peu dans la boucle de valeur. On va ensuite parler de l'élimination avec valorisation énergétique, puis de l'enfouissement, parce que bon, quand on dit zéro déchet, voilà, c'est zéro déchet, mais il n'y a pas grand monde qui y croit quand même. Pour de vrai, en fin de vie, il faut bien mettre les déchets quelque part. Les ressources, pardon. On va aussi, au niveau du territoire, réfléchir à comment est produit l'objet. Ça va être une phase qu'on ne voit pas trop là-dedans, mais ça va être l'écologie industrielle. Alors ça, c'est ma spécialité, je peux vous en parler des heures. C'est sur un territoire, vous avez le plasturgiste qui travaille, à côté de celui qui fait de l'acier, à côté de celui qui fait du bois. Ils ne se parlent pas du tout. Vous avez des flux parallèles qui transitent au travers du territoire. Les gens, les industriels, sont en général tournés vers leur process, ce qui est légitime et normal. Ils n'ont pas l'habitude de coopérer pour essayer de mutualiser en amont ou en aval, ou de faire se substituer des flux. On détaillera un petit peu ça, c'est très intéressant, donc je vous invite à beaucoup vous documenter sur cette partie-là. Donc là, c'est le schéma de l'économie circulaire. Vous voyez une séparation entre ce qui est technique, en bleu, et de ce qui est du type biomasse, qui est sur la partie en vert. Donc pourquoi? Parce qu'on considère que, par exemple, la valorisation énergétique, pour une salade, l'incinération n'est pas la meilleure solution. Il vaut mieux la composter, tandis que composter un tracteur, ça marche moins bien. Donc ce qui guide notre pensée, c'est une échelle de valeur qui est réduire, la réduction, parce qu'on n'a pas parlé de réduction, mais dans l'éco-conception, on essaye de mettre moins de matière, si vous voulez, dans le produit, pour le même usage. Donc on veut essayer de réduire la matière utilisée, on veut réutiliser. Il manque entre les deux le remanufacturing, le reconditionnement, recycler, composter, la récupération d'énergie et la décharge. Donc typiquement, ça c'est le cadre officiel, si vous voulez, qui doit guider les politiques publiques et voir vos enseignements. C'est comme ça qu'on envisage les choses. C'est pas, quand je dis nous, c'est pas l'Institut d'économie circulaire. Hein. C'est nous ensemble, la société, a décidé que c'était ça le modèle hein, au niveau européen, français, et donc ça s'applique à nous. Pour vous donner quelques ratios
courants utilisés par l'ADEME ou dans diverses publications. J'ai noté les suivants. Pour 10 000 tonnes recyclées, on est sur du 250 emplois. Quand elles sont incinérées, donc là c'est beaucoup plus facile, on met tout dans l'incinérateur, c'est 20 à 40 emplois. Quand on les enfouit, alors là c'est encore plus simple, hein, on met dans le trou et on recouvre, c'est 10 emplois. Donc quand vous avez des questionnements sur et l'emploi dans tout ça, ce sont grosso modo les chiffres qui sont utilisés. Je ne vous dis pas que ça peut s'appliquer à tous les secteurs. Hein. Pour le plastique, ça sera différent que pour l'acier, que pour la cellulose. Donc c'est à prendre avec modération et avec recul. Mais c'est ce qui guide en général les calculs. Les calculs à la grosse louche hein, quand même. On a parlé d'éco-conception. Bon, éco-conception, c'est essayer de voir, voilà, alors je vous lis la définition de l'ADEME, hein, je vais paraphraser. Conception d'un produit, d'un bien ou d'un service qui prend en compte, afin de les réduire, les effets négatifs sur l'environnement tout au long de son cycle de vie, en s'efforçant de préserver ses qualités ou ses performances. Donc typiquement, là aussi, on a une pensée sur le cycle de vie complet du produit. On ne va pas réfléchir à comment le faire pour le jeter le plus vite possible. Comment mettre, par exemple, qu'est-ce qui se fait actuellement en électronique? Vous mettez un condensateur, certains condensateurs peuvent être une source chaude et bam, le produit il meurt très vite. Vous mettez, prenez un vêtement, vous allez le faire avec une fermeture éclair un peu fragile qui va limiter sa vie. Donc l'éco-conception c'est l'inverse. Vous allez essayer de faire durer le produit, de faire en sorte qu'il soit beaucoup plus facilement démontable. Ça a un impact très concret. Ça a tellement d'impact qu'on parlait des filières responsabilité élargie des producteurs. Chaque metteur sur le marché, par exemple, je ne sais pas, celui qui va vendre ce PC, il va le vendre avec un carton, il y a une filière REP spécialement pour les emballages. Si le fabricant de l'emballage produit un emballage éco-conçu, il paiera moins à l'éco-organisme qui s'occupe de la filière REP que quelqu'un qui va mettre 10 fois plus de carton. Donc on se sert de l'éco-conception comme d'un levier au niveau des filières REP. On s'en sert pour discriminer des produits en disant celui-ci est plus vertueux que celui-là. On utilise massivement l'analyse du cycle de vie, qui est un outil standardisé, normé. Les différentes considérations qu'il y a eu sur les directives REACH, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, ça concerne les substances dangereuses, ont permis aux industriels de s'approprier ça. Ils avaient besoin de savoir ce qu'il y avait de dangereux dans leurs produits. Donc ils se sont mis à l'éco-conception pour se garantir que personne n'allait les attaquer. Donc ça c'est un sujet mature dont les industriels se sont saisis, c'est normé, et ça permet d'avoir des résultats en termes de consommation matière, en termes de substances dangereuses, en plein de termes. Je vous invite à voir ça, il y a énormément de publications là-dessus, il y a des outils, tout ce qu'il faut. Le réemploi. On a vu, d'autant plus avec la crise en 2008 qui continue d'ailleurs, que les échanges entre particuliers se multipliaient. La société civile ne reste pas inerte. On voit donc quoi? Le réemploi, c'est quoi? C'est dans votre ville, vous allez vendre sur le trottoir avec vos voisins lors d'un vide-grenier. C'est ça le réemploi. Si vous voulez le faciliter, s'il y a des maires, vous multipliez par 2 la fréquence des vide-greniers, vous aurez plus de réemploi au niveau local. Ce sont des choses très simples. Qu'est-ce qu'on a? Les cash converters ou des marques comme ça, vous les connaissez. C'est des endroits où vous allez apporter un objet, ça va circuler plus dans la société. Vous n'allez pas le garder dans un placard. Alors nous, sur Paris, le placard, 1 mètre carré, ça fait combien en loyer? Ça va faire 50 € par mois. Donc quand vous avez des problèmes au niveau du foncier, garder plein d'objets, ne pas les faire circuler, il y a aussi un coût. Le Bon Coin. Qui ne connaît pas le Bon Coin dans la salle? Dénoncez-vous. Bon, c'est bien. Wicar, Zilloc, encore que ça soit un peu différent.
Alors j'ai trouvé spécialement pour lycée agricole Tracteur Pool. Tracteur Pool apparemment c'est un site de vente de tracteurs d'occasion. Donc ça c'est toujours fait. Hein. Ça va pas vous surprendre je pense. Hein. Rien de nouveau, du bon sens. Le reconditionnement, on va pas lire ça, ça serait très pénible. Mais il y a une fédération, la fédération Envie, qui par exemple s'occupe des déchets électroniques et électriques. Typiquement, votre vieux lave-vaisselle. On parle beaucoup de lave-vaisselle en ce moment. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils les récupèrent, ils les reconditionnent et ils les revendent auprès du grand public. Donc, bien sûr, ça crée des emplois, ça diminue l'empreinte matière, hein, c'est fatalement. Ils vous offrent même des garanties. Je crois qu'ils ont 1 an de garantie, par exemple, sur leurs produits, ce qui est quand même quelque chose d'important pour les consommateurs, qui ait une garantie et un réseau derrière pour s'occuper de réparation au cas où. Donc, le réseau Envie, c'est historiquement quelque chose. Excusez-moi. Donc, typiquement, le réseau Envie, ça pourrait être aussi Emmaüs qui fonctionne comme ça. Il y a beaucoup d'activités qui se développent, qui se sont déjà développées, hein, qui existent historiquement, et qui permettent de donner une seconde vie, de réparer pour de vrai, voire de garantir. Donc d'apposer des assurances affinitaires. Affinitaire, c'est qui a trait au produit. Un autre exemple de reconditionnement. Bon, venant de Paris, je vais prendre un exemple parisien. Donc il s'agit des pavés parisiens. Alors je ne sais pas si vous savez, mais à Toulouse, je suis toulousain, il y a des pavés qui ont été importés de Chine pour refaire la rue Alsace. Ce qui fait très très mal au cœur. Importer des pavés, vous imaginez? D'aussi loin. Bon, passons. À Paris, pour un coût inférieur à une importation de pavés chinois, ils ont enlevé les pavés de leur chantier qu'ils étaient en train de faire. Ils ont mis en place une plateforme où ils les resillaient pour que ça accroche. Enfin bon, bref, je ne suis pas un technicien du pavé. Et ensuite, ils les ont remis sur leur propre chantier. Ils ont reconditionné. On pourrait même dire que c'est du recyclage. Mais comme il y a une opération, on va dire que c'est du reconditionnement. Donc, vous voyez, il y a du sens en matière d'emploi derrière. Je ne vous dis pas que l'opération était extraordinairement moins chère que le pavé chinois. Je crois que c'était 2,4 millions au lieu de 2,5 millions. N'empêche que sur le territoire, ça a créé des emplois, de l'activité. En termes de bilan carbone, si c'est un outil que vous connaissez, le bilan carbone était nettement meilleur que de faire venir des conteneurs de pavés. Même si vous les faites venir en bateau, l'impact est quand même pas négligeable, niveau transport à minima. Donc le pavé parisien est un pavé reconditionné. Au niveau du recyclage, donc le recyclage c'est vraiment par là que ça a commencé. On essaie, c'est en bout de ligne finalement, parce qu'on peut faire tellement de choses avant que c'est un peu la fin de vie. Ça devrait être la fin de vie le recyclage. Donc on a un historique au travers la responsabilité, les filières responsabilité élargie du producteur. Qu'est-ce qu'on recycle? On recycle l'acier, l'aluminium, le polyéthylène, le PET, le PP. Vous en avez toute une liste. Et je vous ai mis à côté les différents impacts que ça permet d'économiser. Bon, typiquement, ça peut paraître une évidence, mais quand on recycle du métal, c'est quand même mieux que d'aller creuser la terre pour des cailloux, les casser, les refondre, etc. C'est évident, mais il faut voir quand même que c'est en bout de chaîne. Dans la pyramide qu'on a vue, on a vu qu'il y avait le réemploi, le reconditionnement, le recyclage, et après le recyclage, ah non, c'est encore le recyclage, j'ai mis des photos. Hop. Donc voilà, par exemple, la terre excavée, ça c'est un très très bon exemple. Quand vous allez faire un chantier, vous êtes un aménageur public, vous allez faire des grosses tranchées, et ensuite vous allez faire quoi? Vous allez commander du granulat neuf, du gravier neuf, pour remettre dedans.
Alors que vous pourriez très bien, en fonction de la qualité physique, physico-chimique de la terre, la choler, la remettre dedans, et éviter de faire appel, on va dire, à une carrière qui vous fournira bien sûr le gravier avec plaisir et qui vous fournira aussi le trou pour mettre la terre. Donc typiquement, là il y a un petit frein, souvent c'est que dans les appels d'offres, si vous proposez de la terre recyclée pour remettre dans les fouilles, c'est moins sexy que du granulat neuf. Donc c'est pour ça qu'il y a un travail de sensibilisation qui est quand même très très important, qu'on essaye de mener, pour dire c'est pas parce que c'est pas neuf que c'est pas bien. À partir du moment où les propriétés physico-chimiques et mécaniques sont les bonnes, pourquoi pas? Il devrait même y avoir une prime dans l'achat public à ce type d'utilisation et de pratique, plutôt qu'une prime à la consommation de matières non renouvelables. Déconstruction, les graves de béton. Alors ça, c'est typiquement, j'en ai parlé pour la sortie du statut de déchet, parce que là on est en plein dedans. C'est des personnes là l'illustration qui doivent déconstruire des poteaux téléphoniques en béton. Il est concasse comme ça, donc ça vous fait comme du gravier en fait, finalement. Et ensuite, ils essayent de le vendre. Il faut que ça ait repris un statut de produit, parce que sinon ils vous vendent un déchet. Donc là, juridiquement, c'est pas terrible. Le polystyrène, on peut même refaire du polystyrène. Les pneumatiques, donc il y a filière de recyclage, on peut en faire beaucoup de choses et les procédés s'améliorent. Donc les procédés s'améliorent, on arrive à en faire des choses, l'innovation c'est très bien et ça fait progresser, mais à la base on a vu quand même qu'il fallait aussi réduire. C'est un impératif. Toute la chaîne de valorisation des déchets, des ressources, c'est bien, mais en amont il vous faut quand même un peu penser à la réduction des consommations, à la mesure dans la consommation. Donc bon, les filières REP, j'en ai parlé tout à l'heure, je vais faire rapidement. Non, d'ailleurs, je ne vais même pas faire du tout. Donc voilà, si vous voulez, ça c'est les produits concernés. Donc on a une filière REP pour les piles. Ça vous dit quelque chose, ça, rapporter vos piles. On en a pour les équipements électriques, électroniques. On dit couramment les D3E. Les D3E, c'est ça. L'automobile, ça c'est véhicule hors d'usage, souvent rencontré sous VHU. L'acronyme, vous entendrez souvent VHU, c'est l'acronyme qui est utilisé. Tout ce qui est les lubrifiants, les emballages ménagers. Pour vous donner un ordre d'idée, la filière REP sur les emballages ménagers a un budget entre 6 et 700 millions d'euros pour déployer des moyens de collecte et de valorisation sur les territoires. Donc là, on perçoit aussi l'intérêt pour les collectivités et en termes de développement économique de ces opérateurs. On en a sur les fluides frigogènes fluorés, sur les médicaments, les dasseries, je crois que ça a changé de dénomination, l'ADEME nous le confirmera ou pas, les pneumatiques, tout ce qui est papier, textile, donc ameublement. Ameublement, il y en a une filière pour l'ameublement professionnel, une filière pour l'ameublement des particuliers. Il y a deux filières différentes. On va passer rapidement. Donc ça, c'est le bras armé de la politique du recyclage en France. Ensuite, on passe sur la valorisation thermique. La valorisation thermique, c'est quoi? C'est mettre dans un incinérateur. Mais pas que. Parce que vous avez des incinérateurs, des fois on utilise de l'énergie pour faire fonctionner un incinérateur où on va brûler des salades. Et on ne va même pas récupérer l'énergie dessus. Ça peut vous paraître fou, mais il n'y a pas si longtemps c'était massif. On crée des installations pour brûler des salades, puisque 30% c'est de la biomasse dans vos poubelles. Et on ne récupérait pas l'énergie. Donc typiquement, oui je sais 5 minutes, ok. Donc typiquement, maintenant, on demande qu'il y ait à minima une valorisation énergétique. Il y a d'autres sujets tels que le CSR, c'est les combustibles solides de récupération, qui sont un sujet
on va dire, très discutée entre les environnementalistes et les industriels et qui consiste à fabriquer un combustible avec les refus de tri. Bon, avant, typiquement, et même encore, on les mettait dans un trou. Hein. Donc là, l'idée, c'est de le mettre dans des chaudières qui peuvent avoir une alternative en termes de combustible, pour pas que ça fasse des aspirateurs à déchets sur le territoire, et de les brûler dans des fours industriels. Rarement en chauffage urbain, à cause du cycle. L'hiver, on en a besoin, l'été, on n'en a pas besoin. Donc, plutôt une filière industrielle. Bon, l'enfouissement, Bon, vous voyez ce que c'est, on fait un trou, on met les choses dedans, on repasse et hop là, c'est fait. L'économie de la fonctionnalité. Alors, l'économie de la fonctionnalité, c'est un sujet qui va être sur l'usage. On a dit, bon, la valorisation, etc., l'éco-conception. Au niveau de l'usage, par exemple, c'est très simple, vous avez Michelin qui va vous vendre un certain nombre de kilomètres parcourus. Vous n'allez pas acheter des pneus, mais 10 000 kilomètres parcourus. Et ils vont travailler, ils vont vous fournir bien sûr les pneus, mais ils vont veiller à ce que ça soit bien gonflé et s'assurer aussi de la fin de vie du produit ou le récupérer assez tôt pour pouvoir le recycler. Qu'il ne soit pas jusqu'à la corde et complètement à jeter. Donc vous avez différents exemples. Xerox, c'est des photocopieurs. Vous allez acheter de la photocopie à l'unité et plus un photocopieur. Donc conceptuellement, c'est assez intéressant. C'est en anglais, c'est Product Service System. C'est un mot que vous rencontrerez beaucoup au niveau de l'Union européenne, puisque ça préfigure normalement les programmes après Horizon 2020, qui sont les programmes de recherche actuels. Donc c'est un énorme potentiel. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails là, mais allez, un dernier si vous voulez. Coppert, eux ils faisaient du désherbant je crois. Et ils ont proposé non plus de vendre de la molécule, en gros du désherbant au kilo, mais de vendre de la protection intégrée. Donc ils garantissaient une perte maximale de X%. Alors là, vous pourrez me contredire, je pense, dans la salle sans problème. Et en faisant ça, ils ont limité, si vous voulez, le nombre de molécules dangereuses qu'ils épandaient dans les champs. Et ils se sont même pris au jeu en regardant les façons alternatives d'intervenir pour garantir ce faible taux de perte dans les champs. Donc c'est une autre façon de faire qui est quand même très intéressante. Et maintenant on va passer au meilleur, c'est l'écologie industrielle et territoriale. Donc l'écologie industrielle et territoriale, on en a parlé, c'est sur un territoire. Vous avez les industriels, la société qui consomme des flux qui sont rarement, qui se connaissent rarement et que vous pouvez en général mutualiser. Là j'ai mis quelques exemples. AT France, eux ils fabriquent de l'andouillette. Ils avaient un problème, ils rejetaient de l'eau massivement chargée en graisse. Sauf que les gestionnaires de la STEP, de la station d'épuration, leur ont dit stop, ou sinon c'est 15 000 € par mois. C'est une petite entreprise, hein, c'est pas une grosse entreprise. Donc ça ils ne pouvaient pas tenir. Ce qu'ils ont fait, ils ont monté, avec l'aide de la DREAL, qui a travaillé aussi sur ce sujet-là, une chaudière pour ces graisses. Ils ont créé un emploi, c'est pas grand-chose, hein, un emploi qui était sur de la blanchisserie industrielle. Ils ont récupéré la chaleur produite pour leur process de charcuterie. Et puis, bon, ils ont tenu, sinon ça a été un progrès pour eux. Dislob. Dislob, ça c'est une entreprise auboise qui, elle, il faisait la distillerie de betterave. Il y a une énorme distillerie qui s'est installée à côté. Donc typiquement, ils allaient fermer. Mais à l'occasion d'une démarche sur le territoire, il y a eu des gisements qui ont été détectés, des gisements de solvants. Leur procédé de distillation était proche de celui qui sert pour régénérer des solvants. Ils sont devenus régénérateurs de solvants. Alors eux aussi, hein, ils sont dans REACH parce que c'est un produit dangereux. Ils régénèrent, donc ils récupèrent un déchet pour le revendre. C'est pas tous les jours facile du fait de la réglementation. Donc d'où l'intérêt de la sortie du statut de déchet, c'est un sujet très important. Sable de lavage, ils nettoient les betteraves,
ça reste, il y a du sable qui reste, ils ne pouvaient pas l'épandre en plein champ. Donc ça, c'est une entreprise de BTP qui a récupéré. Ça, c'est une synergie aussi de substitution. Et comme ça, vous en avez beaucoup, 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 beaucoup. Les pastilles de Vichy, ça va être du sucre qui va être récupéré dans le process. Avant, il fallait payer pour le mettre dans un trou. Là, ils le donnent aux apiculteurs qui, pour passer l'hiver, vont se servir de ce sucre pour alimenter les abeilles. Donc on a du plus anecdotique au plus massif. Au niveau du massif, vous avez par exemple à Dunkerque, Arcelor, qui alimente avec sa chaleur fatale à hauteur de 30-35% le réseau de chauffage urbain. Et donc là, si vous voulez, au lieu de chauffer les oiseaux, il y a une utilisation très directe et massive. Là, c'est un flux qui est vraiment très très massif de chaleur. On peut récupérer les calories dans l'assainissement, vous pouvez en récupérer dans beaucoup d'endroits. Typiquement dans l'agriculture, un abattoir va abattre le matin, nettoyer avec de l'eau très chaude l'après-midi. Autant vous dire que le flux d'eau qui sort quand il est à 80 degrés, vous pouvez récupérer des calories dedans. Donc, ça nécessite quoi? Ça nécessite la proximité. La proximité physique, mais pas que. La proximité relationnelle pour pouvoir construire justement des relations interacteurs qui vont faire « Ah, moi j'ai ça, on pourrait le faire ensemble, ou je pourrais l'utiliser, ou on pourrait… » Vous voyez, c'est la proximité géographique, relationnelle est un facteur clé. Là, je vous ai mis, ça sera la dernière diapositive, le dernier slide, pardon. Le programme anglais d'écologie industrielle. Eux, ils ont fait ça par région. Sur 9 ans, ils ont fait ça région par région. Ils ont mis du monde sur la table sous la forme de rencontres d'affaires. Et les résultats qu'ils ont eus, c'était voilà, 47 millions de tonnes de quantité qui n'étaient plus mises en décharge. Nous, on n'aura pas ces résultats-là parce qu'on met déjà beaucoup moins en décharge. Donc c'est vrai que des fois, il faut savoir lire les résultats. Ils ont eu 1 milliard de livres de ventes additionnelles. Bon, vous avez tous les chiffres, c'est assez massif. C'est une politique qui, pour une livre mise, a rapporté 13 ou 16. Alors je vais garder 13 pour rester dans la fourchette basse. Mais c'est quelque chose qui a eu du sens et de l'impact. Au niveau français, on a des méthodes pour intervenir sur les territoires. Au niveau du ministère de l'écologie, il y a eu un guide qui a été produit pour comment mettre en œuvre sur les territoires. Typiquement, nous on fait des visites d'entreprise, on fait des bilans de flux, on les croise pour détecter des synergies. L'idée c'est un peu ça. Et après on essaie de mettre les gens autour de la table pour construire des choses. Donc au niveau français, on est massivement engagé là-dessus. C'est la mesure de mémoire 11 de la feuille de route pour la stratégie nationale de transition vers le développement durable, c'est ça peut-être. Et normalement, elle est en 2 étapes. 1, production du guide. 2, le gouvernement devra produire d'ici fin 2014 une politique opérationnelle à décliner dans les territoires, si je ne me trompe pas. Donc c'est quelque chose qui va se faire. Peut-être pas en 2014, hein. C'est pas facile. Mais peut-être en 2015. Donc voilà, c'est quelque chose de relativement simple. Il ne faut pas se laisser mystifier, il n'y a rien de compliqué là-dessus. C'est le retour du bon sens. Avant, on avait la chimie des villes, la chimie des champs. On avait les poudrettes de vidange de la ville qui étaient vendues aux agriculteurs comme amendement pour les sols. Donc ça a été cassé par… Bon allez, procédé à Berboche, je crois, c'est en 1913. Et on est parti ensuite vers de la ressource vraiment avec du méthane pour fabriquer rapidement de l'engrais. Derrière, ça a eu toute une ligne d'impact qui sont relativement mauvais. Tout cet azote, on l'a laissé en vide finalement. Là, on va revenir à des cycles beaucoup plus intégrés. On va considérer la matière et je pense que ça va nous faire quand même largement progresser. On a des axes de progression qui sont massifs, qui peuvent nous donner quand même confiance dans l'avenir parce que c'est quelque chose d'assez positif. C'est positif parce que toute la réglementation, on va dire, plutôt négative pour les industriels, ça a déjà été fait. Les industriels, ils ont absorbé beaucoup de réglementation
Et l'économie circulaire, maintenant, leur propose une vision, qui n'est pas qu'une vision d'ailleurs, ça préfigure ce que sera demain, puisqu'on va avoir fatalement une tension sur les ressources. Ça propose des solutions d'organisation, des modèles économiques qui seront porteurs de valeur ajoutée et qui nous permettront de vivre ensemble, plus nombreux, sur les mêmes ressources, ce qui est quand même l'objectif de la vie en société.